Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Bonjour à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite la bienvenue, que vous nous écoutiez sur le câble, sur Internet, à CKVL ou sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Aujourd'hui, nous explorons les relations humaines. D'abord avec le Centre de femmes entre elles, qui accompagne les femmes vers une prise de conscience des inégalités sociales qui affectent leurs conditions de vie. On vise à les outiller pour devenir des agentes de changement de leur vie, au-delà des services d'aide qui sont offerts. Avec Marie-Belle Barabé, agente de milieu de vie et responsable des communications du Centre de femmes entre elles, nous explorons entre autres le concept de précarité genrée et de taxe rose. Restez à l'écoute. En seconde partie, nous aurons en studio la directrice de la Maison de la famille par entraide qui offre, en plus d'une halte garderie et d'un camp de jour, des ateliers parents-enfants sur de nombreux thèmes. Car si vous avez eu ou avez eu des enfants, ou encore un neveu-nièce, vous savez comme ce sont des relations qui nous font vivre de grandes joies, le parentage, mais aussi de grands défis parfois. Alors voilà le programme des Héros Anonymes que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui en compagnie l'autre bord de la vitre de Mathieu Tessier en régie. Une courte pause et on accueille Marie-Belle Barabé. Le Centre de femmes entre elles a une mission bien spécifique. Accompagner les femmes vers une prise de conscience des inégalités sociales qui affectent leurs conditions de vie et se voir comme agentes de changement. Ce qui m'a fascinée dans cette mission, c'est qu'on est bien au-delà des différents services offerts et ce sera un plaisir d'en discuter avec Marie-Belle Barabé qui est au bout du fil. Bonjour Marie-Belle. Bonjour, merci de me recevoir. Oui. C'est un plaisir aux Héros Anonymes de faire découvrir différents acteurs et actrices qui font la différence au quotidien dans nos communautés. Et justement, en lisant la mission de votre organisme, je voyais qu'on était vraiment au-delà des services d'aide. On est vraiment dans en tout cas, comment moi je l'ai interprété, dans une projection vers le futur, vers le mois de demain. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Oui, tout à fait. En fait, là, c'est sûr qu'au Centre de femmes, on a plusieurs pôles d'action. Il y en a un, bien sûr, ce sont les services, là. Alors, c'est vraiment, nous, on veut offrir du soutien individuel, de groupe aussi. Donc, il faut savoir qu'une femme peut planifier une rencontre avec une de nos intervenantes ou sinon, elle peut même là, carrément se présenter sur place pour pouvoir avoir accès aux différents services. Mais aussi, on a quand même tout un volet qui concerne les activités éducatives. Donc, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est de prendre conscience des inégalités, surtout en ce qui concerne, là, bien sûr, les conditions des femmes. Puis aussi, on a un autre pôle d'action qui concerne vraiment les actions collectives. Donc, on se mobilise pour promouvoir les droits des femmes, les intérêts des femmes aussi. Alors, tout ça, ça fait partie du Centre de femmes. Donc, oui, il y a bien sûr des services, mais ça va au-delà, là, comme vous avez mentionné. Quand on parle de services, on parle de quoi exactement et qui sont les femmes qui d'abord viennent vers vous? Qu'est-ce qu'elles en recherchent à tout d'abord comme service? En fait, les services, comme j'ai mentionné, ça peut être du soutien. Ça peut être là, des femmes, par exemple, qui parfois vont vivre des situations qui sont pas évidentes dans leur quotidien. Là, ça peut prendre différentes formes. Ça Comme peut être quoi, en par lien... exemple?
Ça peut être la violence conjugale, ça peut être en ce qui concerne les situations de précarité. Là, on pourrait en parler en long et en large. Ça peut être parfois lié à l'anxiété. Une femme peut avoir juste besoin de venir se déposer dans le moment. Elle a besoin d'écoute, par exemple. Parfois aussi, ça peut être des femmes qui veulent être accompagnées à travers différentes situations. Là, je prends l'exemple de la violence conjugale. Donc, elle peut être accompagnée à travers ça aussi. Puis, on peut justement parfois les rediriger vers différents services selon leurs besoins, puisque il y a des besoins qui font pas nécessairement partie de notre mission, mais nous, on propose toujours là, de les accompagner. Mais je me suis doutée que c'était peut-être une des portes d'entrée, malheureusement, parce que quand on va sur votre site Internet, j'ai remarqué une particularité que j'ai peu vue ailleurs. C'est 2 fonctions qui disent « quitter rapidement » et « effacer mes traces ». Oui, ben c'est sûr que parfois les personnes qui vont vouloir avoir accès là, aux services, quand c'est surtout là en lien avec du soutien individuel, quand elles sont dans des situations aussi à la maison où elles ont besoin de ces services-là, mais elles veulent pas nécessairement que les gens soient au courant autour aussi. Là, il peut y avoir cette dimension-là de confidentialité. Donc nous, on tient vraiment à respecter ça. Même sur notre site web, c'est très présent. Puis c'est important pour nous. Là. D'ailleurs, l'espace, le centre en tant que tel, la confidentialité, c'est vraiment au cœur de nos services, puis même de nos activités. Donc, on le répète, on le dit, on le mentionne, mais c'est vraiment quelque chose là, qui est important pour nous, puis pour les femmes aussi. Donc, par exemple, une femme qui serait victime de violences conjugales, vous n'êtes pas un refuge, vous n'êtes pas un centre d'hébergement, mais il pourrait arriver que la femme se pose certaines questions, va sur votre site Internet, mais ne voudrait pas, par exemple, que les questionnements qu'elle a puissent être vus par son conjoint ou d'autres membres de la famille qui feraient un historique de recherche sur l'ordinateur familial, par exemple. Oui, tout à fait. Okay. Quand on parle ensuite d'activités éducatives, quelles sont les sphères que vous couvrez? En fait, ça va vraiment dépendre parce que dans une année, on va toujours faire 3 programmations différentes. Donc, c'est à peu près une programmation par saison, mais printemps-été, là, ça vient un peu ensemble. Puis là, c'est ça, chaque programmation, il va y avoir plusieurs activités qui vont revenir comme des cafés actualités, où là, on va aborder un enjeu X d'actualité. Sinon, par exemple, ça peut être des conférencières invités. On a un cercle de lecture aussi. Par exemple, à l'hiver, là, on lisait un livre de Martine Delvaux, donc on lisait Le monde est à toi. C'est l'occasion pour nous d'aborder plusieurs enjeux féministes. Puis là, plus particulièrement, cette programmation-ci du printemps, on a remarqué que les femmes étaient de plus en plus touchées par ce qui concerne là, les enjeux environnementaux, donc la justice climatique. Donc, on a mis l'accent là-dessus. Il y a plusieurs activités qui visent à présenter les impacts, mais aussi les diverses actions possibles qu'on peut faire pour réduire notre empreinte écologique. Okay. Racontez-nous là, comment les femmes sont davantage touchées par la justice climatique. Puis d'abord, quand on parle de justice climatique, de quoi on parle? Oui, en fait, la justice climatique, c'est un concept qui reconnaît que les différents changements climatiques n'affectent pas toutes les populations et tous les individus de la même façon. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un peu de remédier aux inégalités et aux injustices environnementales qui résultent souvent de ces déséquilibres-là. Puis, il y a des populations qui sont plus vulnérables, dont les femmes, donc souvent touchées par les effets des changements climatiques. C'est sûr que moi, je suis pas une spécialiste de la question, mais je peux quand même vous donner là, un exemple. Oui. Bien souvent, ça va mener là, à des disparités en matière de santé et de sécurité. On est d'accord, là, c'est sûr que la dégradation de l'environnement peut avoir des graves conséquences pour tous les êtres humains, mais par rapport aux femmes, la santé va être plus fragile pendant la grossesse, pendant la maternité. Puis sinon aussi, dans certains pays, les femmes vont dépendre davantage des ressources naturelles. Donc, les femmes vont être en charge de collecter des ressources nécessaires pour la survie, le bon fonctionnement du foyer. Oui, l'eau, c'est un bon exemple, les denrées alimentaires. Et donc, ça fait en sorte que les femmes vont devoir travailler plus fort pour avoir ces ressources-là et donc vont s'exposer à des risques. Donc, parcourir des plus longues distances pour récupérer l'eau. Là, c'est sûr que ça peut paraître loin de nous ici au Québec, mais c'est quand même des enjeux qui sont là à travers le monde. Et puis, justement, de notre côté au Québec, le concept de justice climatique, par quelle sorte d'exemple ça peut s'illustrer?
C'est sûr que nous, on a quand même une très grande solidarité là, pour toutes les femmes à travers le monde, mais c'est sûr que les femmes, elles sont beaucoup touchées par rapport aux enjeux environnementaux. Là. Je sais pas, par exemple, là, on va avoir un café actualité sur le projet Nordvolt où Mhm. elles-mêmes, elles veulent réduire leur empreinte écologique pour qu'il y ait des impacts. Parfois, ça peut être des petits impacts, mais qui ont quand même une différence. Donc, elles veulent surtout le faire par solidarité aussi, là. Donc, ce que j'entends, c'est que le Centre de femmes s'adresse à tout type de femmes, qu'on soit intéressé tout simplement par les enjeux féminins, les enjeux féministes, et non seulement parce qu'on vit des difficultés dans notre vie. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça peut être en lien avec des difficultés, bien sûr, on est là pour offrir du soutien, mais ça peut être aussi tout simplement pour apprendre sur différents enjeux. C'est aussi une façon de briser l'isolement, c'est une manière de Mhm. faire de nouvelles rencontres. Puis, il y a vraiment un espace qui se crée, puis de l'empowerment. Donc, les femmes vont être à l'écoute. Elles partagent aussi parfois des expériences communes, tout ce qui concerne les oppressions patriarcales. Donc, c'est un espace qui est sûr pour elles, où elles se sentent écoutées, puis elles sentent aussi qu'elles peuvent être elles-mêmes. Nous, on aime se dire que c'est un peu comme un deuxième chez soi. Oui, oui, je lisais le milieu de vie. Vous leur donnez accès aussi à des ordinateurs, une bibliothèque. Il y a des ressources vraiment comme si on était dans notre salon avec des gens qui peuvent nous comprendre. Oui, tout à fait. Puis c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des activités qui vont se dérouler au centre, mais qu'il y ait des activités ou non, les femmes peuvent toujours venir dans le Mm. milieu de vie. Donc vraiment, là, c'est ouvert du moment où le centre est ouvert. Puis ça peut être pour venir prendre un café, ça peut être, les femmes peuvent se donner rendez-vous, elles peuvent venir étudier, elles peuvent venir lire un Ah, livre. Donc vraiment, là, c'est un espace mis à leur disposition. Elles peuvent utiliser, c'est ça, le téléphone, l'ordinateur. Elles peuvent organiser, je sais pas moi, un après-midi jeu de société là, si elles le souhaitent. Là. Donc c'est vraiment un espace pour elles. OK. Rappelez-nous, vous êtes situé à quel endroit? Nous, on est situé à Sainte-Julie, Mhm. mais on couvre la MRC Marguerite-Diouville. Donc, évidemment, là, ça comprend Sainte-Julie, mais aussi Saint-Amand, Verchères, Contrecoeur, Calixa-la-Vallée, pardon. Mais vraiment, toutes les femmes sont les bienvenues, là, indépendamment de leur lieu de résidence. Ça n'a pas de frein là, à nos activités et nos services. Mais il est bon de rappeler là, que vous faites partie ben, je peux pas dire un collectif, mais d'un ensemble de plus de 80 centres de femmes à travers le Québec. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle l'AIR, L''R. Dans le fond, c'est le plus grand regroupement féministe d'action communautaire autonome Mhm. au Québec. Donc ça regroupe vraiment plusieurs centres de femmes là, un peu partout au Québec. Marie-Belle, je vous propose de prendre une courte pause et je serais intéressée à vous entendre un peu plus sur des concepts comme la précarité genrée et la taxe rose, notamment. On revient. De retour avec Marie-Belle Barabé, agente de milieu de vie et responsable des communications du Centre de femmes Entre Elles. Et je tiens à souligner que c'est Entre Elles, A-I-L-E-S, et non Entre Elles, E-L-L-E-S. Fait que j'imagine, Marie-Belle, que c'est l'idée d'aider les femmes à prendre leur envol, c'est un mauvais jeu de mots. Oui, tout à fait. Là. Donc, c'est ça, c'est quand même un jeu de mots. Puis, il y a plusieurs de nos activités, justement, qui vont réutiliser ça. Par exemple, quand on fait des déjeuners, on appelle ça les déjeunelles. Là. Donc, Ah. on réutilise un peu tout ça. Là. Dites-moi, en lisant le dossier de recherche, j'ai découvert certains concepts là, qu'on parle peut-être moins, comme la taxe rose, et en lisant, ça fait plein de sens. J'aimerais ça que vous nous parliez de ce que c'est exactement la taxe rose. Oui, ben en fait, la taxe rose, le nom peut un peu porter à confusion, là, mais c'est pas vraiment une taxe, là, mais c'est surtout l'idée qu'il y a un système de tarification qui est discriminatoire des produits et des services fondés sur le genre. C'est-à-dire que, là, je vais donner quelques exemples concrets pour mieux illustrer le tout. Mais les vêtements pour femmes, ben le fait de se vêtir pour une femme, là, les vêtements là, qui vont être marketés, là, si je peux le dire comme ça, pour les femmes, ben généralement, il va y avoir un coût plus élevé
qui vont y être associés. Ou sinon, un très bon exemple aussi qu'on entend souvent, c'est tout ce qui concerne les produits d'hygiène. Donc, en moyenne, là, si je ne me trompe pas, là, les femmes vont payer à peu près 43% de plus pour les produits d'hygiène que les hommes. Puis, je ne sais pas moi, un rasoir, par exemple, qui a vraiment les mêmes fonctions pour un homme ou pour une femme, bien souvent celui pour les femmes va être plus dispendieux, là. Donc, il y a des inégalités à ce niveau-là. Et quand on parle de produits d'hygiène, il y a aussi les produits d'hygiène féminins qui sont une nécessité aussi au niveau des menstruations, que c'est une dépense de plus dans le budget des femmes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, au centre de femmes, là, vraiment, dans le corps, là, on s'assure qu'il y a des produits d'hygiène féminine. On pose pas de questions, là. Ils sont là, les produits à la disposition des femmes, si jamais elles en ont besoin. Ah, moi, j'en ai un très bon exemple de ça, les coupes de cheveux. Oui, tout à fait. C'est un bon exemple aussi. Un autre concept qu'on aborde là, sur votre site Internet, c'est la notion, je ne sais pas si c'était le titre d'une campagne même, précarité genrée, violence ignorée. Expliquez-nous. Oui. Ben, en fait, précarité genrée, violence ignorée, c'était le thème de la dernière campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, chaque année, fin novembre, début décembre, il va y avoir cette campagne-là. Puis, en fait, la précarité genrée, c'est une forme de violence qui peut être plus subtile que, par exemple, les violences physiques. Alors, ça fait référence à la manière dont les conditions économiques précaires, mais aussi l'insécurité financière sont vécues différemment en fonction du genre. Donc, on peut penser aux disparités salariales, mais aussi qui sont encore là, parce que beaucoup de personnes vont dire non, ça n'existe plus, mais il y a encore un écart salarial. Est-ce qu'on peut le chiffrer? Oui, ben en fait, là, il faut savoir que justement, les disparités salariales, c'est une des causes fondamentales de la précarité genrée. Puis là, je peux peut-être vous partager un fait saillant là, oui? Qui provient de Statistique Canada. Donc, au Canada, en 2022, l'écart salarial entre les hommes et les femmes était d'approximativement, là, j'ai pas le pourcentage exact, mais c'était d'environ 16%. Ça veut dire que si on compare les salaires horaires médians des femmes et les salaires horaires médians des hommes, ce serait dire un peu que les femmes gagnent à peu près 84 cents pour chaque dollar qui est gagné par les hommes. Et il n'y a pas aussi, puis je ne sais pas si c'est quelque chose que vous couvrez dans les ateliers, mais moi, je l'ai observé dans le milieu des affaires, parfois, une difficulté pour les femmes avec le syndrome de l'imposteur de dire voici ce que je demande, alors qu'un homme va souvent dire oui, je suis prête pour le défi, puis tu sais, quand vous parlez d'empowerment, d'apprendre aussi à imposer davantage sa compétence, son talent. Oui, c'est sûr que ça peut être un défi supplémentaire là, de prendre sa place aussi en raison de plusieurs facteurs. Le fait déjà d'être une femme parfois dans certains milieux, ça peut créer certains enjeux. Puis il y a peut-être cette difficulté-là de se faire valoir aussi. Donc, c'est sûr que ça peut avoir des impacts. Puis par rapport aussi aux disparités salariales, il faut savoir que les hommes, là, en général aussi, sont plus nombreux que les femmes à travailler à temps plein. Ça peut s'expliquer, entre autres, par le fait que les femmes consacrent plus de temps que les hommes au travail non rémunéré, au travail qu'on dit invisible, comme les soins des enfants, le travail domestique et tout ça. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas généraliser, mais c'est quand même des faits. Donc, ça se produit plus là, du côté des femmes. Moi, j'ai eu la grande chance, dans le cadre d'une autre émission ici, qui a été diffusée pendant 3 ans à Canal M, au fil du temps, à recevoir Jeannette Bertrand 2 fois. Et il y a certaines personnes qui avaient l'impression que son discours féministe était un peu rétrograde. Et pourtant, quand on regarde le mouvement de recul fait vers les femmes, je regarde, mondialement, on en a parlé un petit peu en début d'émission, aux États-Unis, entre autres. Et même, moi, je suis mère de 2 fils qui me parlent que sur les réseaux sociaux, ils entendent des choses, une montée antiféministe qui est un peu apeurante. Oui, tout à fait. Bien, déjà, à la base, il y a beaucoup d'idées préconçues qui sont associées au féminisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le féminisme, c'est vraiment
l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y en a qui ont l'impression que c'est les femmes qui veulent plus de pouvoir que les hommes, mais c'est pas ça du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'égalité. Puis le féminisme, en soi, ça s'articule autour de plusieurs notions clés. Donc là, c'est sûr, il y a l'égalité, mais aussi la justice sociale, l'inclusion, la solidarité. Donc, on veut travailler main dans la main pour faire advenir des changements. Puis, c'est sûr que récemment, là, vous l'avez mentionné, là, aux États-Unis, là, la Cour suprême là, qui a décidé de révoquer l'arrêt Roe versus Wade, là, qui fait en sorte que les États américains légifèrent sur le droit à l'avortement. Puis, on a plusieurs États qui ont décidé de l'interdire carrément. Mais on parle beaucoup des États-Unis, mais même au Québec, il y a des groupes qui veulent renverser le droit à l'avortement. Je les nommerai pas parce que je veux pas leur faire de la promotion quand même, là, mais c'est présent aussi, là. Puis déjà, juste en Montérégie, en fait, c'est la région la plus habitée après le Grand Montréal, mais il y a seulement 5 endroits qui offrent des soins d'interruption volontaire de grossesse, ce qui montre que c'est vraiment là, des soins qui manquent. Oui. Bien, ce qui m'inquiète un peu, c'est justement avec les médias sociaux qui deviennent un porte-parole ou un amplificateur de certaines voix. Moi non plus, je ne nommerai pas certains influenceurs, mais mes fils m'ont parlé de discours antiféministes vraiment d'une certaine violence avec tout le mouvement des incels, célibataires, involontaires. Donc, il y a encore du travail, là, même si on pense qu'on y est. Oui, tout à fait. Puis justement, moi, je suis aux communications. Puis avec les médias sociaux, ça leur permet un espace de diffusion pour ces groupes-là. Il va y avoir des hashtags là, qui vont se faire. Puis parfois aussi, ça va passer beaucoup, le discours antiféministe va passer beaucoup par l'humour. Puis après, par exemple, si une femme s'interpose et qu'elle mentionne que c'est pas un propos qu'on peut mentionner, ben là, c'est vous manquez d'humour, ou on fait passer ça beaucoup sur le dos de l'humour. Mais quand même, c'est des propos qui sont mentionnés, puis il y a cette place-là qui est offerte là, carrément pour les discours antiféministes. Est-ce que dans vos activités, par exemple, les hommes sont invités à participer peut-être à titre d'alliés, ou les enfants, les jeunes hommes peut-être, juste pour avoir une autre vision? Ben, en fait, il faut savoir que le Centre de femmes, à la base, c'est un organisme qui a été mis sur pied et qui est géré par et pour les femmes. S'il a été mis sur pied pour les femmes, c'est parce qu'il y a un besoin derrière ça, en fait, qui est celui que les femmes ont eu besoin de se retrouver entre elles, puis aussi elles ont besoin d'un espace sécuritaire. Puis pas juste sécuritaire, mais un espace où elles se sentent en sécurité. Il y a quand même une nuance entre les deux. Oui. Puis... ben c'est ça. Le but, c'est pas de généraliser. Là, c'est pas tous les hommes qui pourraient nuire à la sécurité des femmes. Bien non, bien sûr. Non, c'est ça. Je veux dire, j'ai vraiment des hommes incroyables. Des alliés extraordinaires. C'est important d'en parler. Oui, tout à fait. Puis on en a besoin de ces alliés-là, mais pour ce qui est vraiment du centre de femmes, comme on veut que cet espace-là soit sécuritaire, ben c'est sûr qu'on met l'accent sur les besoins des femmes avant tout. Mais quand il y a des mobilisations, quand il y a des actions collectives, ben bien sûr que les hommes sont les bienvenus. Toutes les personnes, indépendamment de leur genre, sont les bienvenues à se mobiliser. Puis le féminisme, c'est pas juste l'affaire des femmes, là, ça concerne les hommes aussi en général. Là. Absolument. Peut-être vous poser quelques questions sur des activités que j'ai trouvées sympathiques. Cuisine collective végétarienne, tricoteuse engagée. Il y a quelque chose là-dedans d'intéressant. Comment ça se passe, ces activités? Oui, bien en fait, par exemple, les cuisines collectives, généralement, il va y avoir comme 2 journées pour chaque cuisine collective. Il y a une première journée, les femmes se réunissent, puis elles vont établir un peu leur plan. Donc, qu'est-ce qu'elles vont vouloir cuisiner. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on tient vraiment compte de toutes les restrictions alimentaires. C'est pour ça, entre autres, que ce sont des cuisines végétariennes, parce qu'on veut pas qu'il y ait de frein à ce niveau-là. Puis, nous... J'imagine économiquement aussi, ça en fait partie. Là, le coût de la viande est quand même assez élevé ces derniers temps. Oui, tout à fait, mais ce qui est intéressant, c'est que nous,
on reçoit en fait, c'est ça, des denrées, tout ça, de Moisson Rive-Sud. Donc, on reçoit comme une livraison. Puis là, à partir de ça, les femmes regardent ce qu'on a reçu, puis elles bâtissent un peu leur plan, leur cuisine en fonction de ça. C'est sûr que parfois, il y a des achats supplémentaires qu'il faut faire, puis ensuite, elles divisent les coûts entre elles, mais donc, on tient quand même compte des coûts, c'est économique. Puis c'est vraiment un beau moment entre femmes. Là, c'est ça, nous, on a une maison maintenant parce qu'avant, on empruntait des locaux à la ville, puis c'était pas du tout adapté à nos activités. Mais là, on a emménagé dans une maison, donc on a une cuisine, les femmes peuvent l'utiliser. Ça crée un beau moment. Puis la deuxième journée des cuisines, ben là, c'est le moment où on cuisine, puis ensuite on dîne ensemble là, pour clore tout ça. J'ai remarqué quelque chose, par contre, Marie-Belle, c'est que beaucoup d'activités ont lieu durant la semaine dans le jour. Parce que moi, ça m'a intéressée de participer aux cuisines collectives et je me demandais quelle place on peut faire aux femmes qui sont en milieu de travail, qui n'ont pas ces disponibilités-là, mais qui seraient intéressées à participer. Oui, ben c'est une bonne question. C'est sûr que c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe. L'objectif, ce serait quand même que toutes les femmes puissent participer aux activités, puis on est consciente quand même qu'il y a des femmes qui peuvent travailler du lundi au vendredi. Pour le moment, c'est ça, nos services sont pas offerts, nos activités ont rarement lieu en soirée ou la fin de semaine, tout simplement parce qu'on est vraiment une petite équipe. Là, on est 5 travailleuses, puis on a 2 intervenantes au centre. Donc, c'est 2 intervenantes qui permettent le soutien individuel, entre autres, les rencontres et tout ça. Alors, comme on est une petite équipe, ben on a des choix à faire malheureusement. Ouais. Puis, on souhaiterait élargir l'équipe, on souhaiterait pouvoir faire grandir nos activités, puis nos horaires aussi, mais bon, on a quand même des restrictions à ce niveau-là, malheureusement. Je peux comprendre aussi que peut-être, et sans faire de raccourci de pensée, qu'une femme qui est dans une situation qui ne travaille pas, que ce soit qu'elle est en recherche d'emploi ou qu'elle est dans une situation peut-être au chômage ou autre, où elle peut aussi être avec les enfants et c'est merveilleux si c'est son choix, mais que peut-être pour les femmes qui vivent des précarités, qui ne sont pas en milieu de travail, c'est peut-être une manière aussi de pouvoir glisser certains messages, le fait qu'elles sont disponibles dans la journée? Oui, ben tout à fait. Là. Puis parfois, on essaie aussi là de s'arranger en conséquence, là, au sens où parfois on a des groupes d'entraide qui vont être offerts en soirée. Donc, on essaie de s'adapter le plus possible en tenant compte des besoins, mais aussi là, de la dimension de l'équipe. Je comprends que si on souhaite vous aider ou faire du bénévolat, je trouvais ça intéressant qu'au niveau des dons, on illustre la valeur d'un don. Donc, par exemple, un don de 20 $, ça contribue à quel type d'activité? Ces explications-là, donnez-nous l'adresse de votre site Internet. C'est le entreelles.ca, donc entrelailes.ca. Donc, on y voit l'ensemble de vos activités, projets. Je vois justement une participation de Martine Delvaux, justement, dont on parlait plus tôt, le lundi 13 mai. Donc, c'est peut-être une occasion d'aller vous visiter et de prendre connaissance de l'ensemble des services que vous offrez. Oui, tout à fait. C'était Marie-Belle Barabé, agente de milieu de vie, responsable des communications du Centre de femmes Entre elles. Merci, Marie-Belle, d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. On prend une courte pause, on s'installe pour recevoir la maison de la famille par entraide et c'est une émission qui sera également disponible sur YouTube. Alors, on s'installe en studio et on vous revient en très peu de temps. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Bonjour à tous, c'est le deuxième bloc des Héros Anonymes et on a le plaisir d'avoir une invitée en studio que vous allez pouvoir voir sur YouTube et évidemment entendre comme d'habitude sur les différentes plateformes de balado-diffusion. À CKVL, nous sommes présents évidemment sur canalem.vuesetvoix.com et sur le câble. Alors, pour ce deuxième bloc, nous accueillons Alanis Da Sousa, qui est la directrice de la Maison de la famille par entraide. Bonjour Alanis. Bonjour, enchantée. Merci pour l'invitation sur l'émission. Ça me fait plaisir. C'est en fait une mission qu'on s'est donnée aux Héros Anonymes de faire découvrir les gens qui sont
engagés socialement et qui aident d'une certaine manière à maintenir le filet social en place et qui font la différence. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau des familles dont on va discuter. Oui, effectivement, surtout avec tous les derniers changements dans la société. COVID, inflation. Bien, justement, parlons-en. Quels sont les grands défis des familles là, en 2024 à l'ANIS? Donc, en fait, depuis la COVID, on a été vraiment portés à s'isoler énormément. Puis, après la COVID, l'anxiété, les troubles de santé mentale ont beaucoup ressorti le manque de services, que ce soit dans les CLSC, que ce soit au niveau hospitalier, que ce soit même dans les écoles, le manque d'enseignants, même dans les garderies, le manque de place. Donc, la détresse, elle a augmenté. Et en plus, on ajoute l'inflation, qui vient encore plus rendre nos familles d'une façon plus vulnérables financièrement. Mais en fait, on est tous touchés par ces enjeux. Donc, si on ajoute ça en plus des défis antérieurs, donc avant la COVID, ça augmente la détresse psychologique de nos familles. Donc, nous, on est vraiment là pour les accompagner dans tous les enjeux, sans jugement. Puis, on a aussi beaucoup de familles qui sont considérées comme marginalisées. Lorsque je dis ça, c'est des familles qui peuvent vivre, des parents qui peuvent vivre des handicaps, des situations de santé mentale, une précarité financière issue de l'immigration, racisée. Donc, nous, en fait, on est ouvert à toute personne qui cogne à notre porte. Et sans vouloir s'étendre sur la COVID, bon, on l'a tous vécu. Il y a eu beaucoup de réflexions sur ce que ça a fait, le confinement, entre autres, dans des familles qui vivaient déjà des difficultés de communication. Donc, comment vous avez été interpellés, justement, pour les aider à mieux vivre ces enjeux? En fait, quand les familles ont repris les services, dans un sens, c'était plus difficile pour eux d'être en grand groupe. On a vécu aussi plusieurs situations de détresse psychologique qui pourraient être des idées suicidaires ou ça peut être aussi de la violence conjugale puisque ces familles-là étaient isolées, en fait, c'était difficile pour eux de sortir de ce Puis tout devient exacerbé parce qu'on est toujours ensemble. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de donner un peu plus de temps en intervention individuelle avec nos intervenantes auprès des familles pour mieux cibler les besoins, mieux cibler les services aussi. On fait extrêmement attention aussi à tous les besoins qui ne sont pas nécessairement dans notre mission. Donc, on fait énormément de partenariats avec d'autres organismes pour offrir le plus possible de facteurs de protection auprès de nos familles. Puis aussi, maintenant, on offre des services d'éducation spécialisés pour les enfants parce qu'on a découvert aussi un retard sur beaucoup d'apprentissage auprès des enfants. Même les enfants 0-5 ans, par exemple, qui étaient beaucoup plus isolés, donc au niveau du langage, au niveau de la compréhension, les habiletés sociales. Donc, nous avons des services d'éducation spécialisés pour les enfants 0-5. Nous avons aussi plus d'ateliers sur la santé mentale, donc comment on peut prendre soin de nous, se ressourcer avec des techniques de méditation, par exemple, ou des moments avec l'intervenante et un groupe de parents. On va creuser un petit peu plus, là, justement, les différents types d'interventions selon les groupes d'âge des enfants. Mais effectivement, on a entendu beaucoup que les bébés COVID avaient certains retards du fait de ne pas avoir été socialisés plus vite en garderie ou avec d'autres enfants. Jusqu'à quel point c'est vrai? En fait, même le manque de place en garderie peut apporter cette situation-là. On a aussi beaucoup plus d'enfants à besoins spécifiques. Donc, que ce soit avec des attentes de diagnostic ou de diagnostic du TSA, que ce soit du TDAH, troubles d'attachement, de comportement. Puis, oui, on a vu vraiment une augmentation, mais même avant COVID, une augmentation d'enfants avec des défis. Mais là, maintenant, depuis la COVID, je dirais que ça a vraiment augmenté, surtout au niveau du langage. Puis le langage, c'est la base de l'apprentissage. Donc, un enfant qui ne peut pas communiquer ses besoins, mais il y a d'autres comportements qui vont ressortir et ça va toucher tout son développement finalement. Donc, il y a des régressions dans les comportements. Et pour les parents, mais ça les emmène encore plus dans une situation de détresse. Les services sont difficiles à aller chercher. Les équipes travaillent fort partout, que ce soit dans les CLSC ou que ce soit dans le milieu communautaire, mais la demande aussi est en constante augmentation. Mais je pense que vous dites quelque chose qui me semble très vrai au niveau du vocabulaire et j'imagine que ça se répercute aussi plus vieux dans notre vie, en fait, quand on est adulte, quand on a plus de vocabulaire pour être capable de nommer exactement les nuances dans ce qu'on vit, c'est sans doute plus facile d'arriver à bien communiquer que si on est pris avec un volcan d'émotions, mais on n'arrive pas à nommer les choses. Même pour les parents, en fait, on travaille énormément sur l'attachement. En fait, notre organisme utilise l'approche personnalisée. C'est une approche qui est vraiment axée sur mettre en lumière les bons coups des parents, leur habileté parentale, parce que le parent est expert de son enfant, puis souvent, on l'oublie. On est porté à conseiller toujours le parent, mais il connaît son enfant, il se connaît aussi. Puis nous, cette approche, en fait, c'est de respecter le rythme du parent et de l'enfant,
respecter ses besoins, respecter aussi ses émotions, les valider, puis essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps pour être capable de mieux communiquer aussi, mais mieux gérer les prochaines situations. Donc, on a des ateliers qui sont spécialisés avec cette approche. Puis l'approche, en fait, provient d'un organisme qui s'appelle Parsem, qui est vraiment spécialisé dans l'attachement, puis le lien parent-enfant, ce qui touche notre mission finalement. Comment on le définirait, l'attachement ou même le trouble d'attachement? Oui, bien en fait, l'attachement se fait dès la grossesse. Donc, le lien, l'enfant a déjà des sens éveillés pendant la grossesse. Puis par la suite aussi, le contact. Souvent, on pense à la maman, mais la figure d'attachement, ça peut être le grand-parent, ça peut être le père, la mère, ça peut être vraiment changeant aussi selon l'évolution de l'enfant. Puis l'attachement, en fait, c'est que lorsqu'on a un fort lien d'attachement avec notre enfant, c'est qu'après, notre enfant est sécurisé. Puis il est plus porté à aller chercher par lui-même, à explorer par lui-même. Donc, il devient de plus en plus autonome. Donc, on est vraiment dans une société où est-ce qu'on voit l'autonomie comme quelque chose de très important à appliquer auprès de nos enfants. Mais en fait, ça crée certains retards parce que lorsqu'on veut, on pousse énormément l'autonomie, mais l'enfant, lui, sent qu'il va devoir être, je dirais, même au-dessus de certains comportements du parent. Donc, par exemple, on parle d'alpha-bienveillance qui vient de Richard Robillard, un psychoéducateur. Donc, quand le parent n'est pas sécurisant et qui oblige l'autonomie chez son enfant, mais son enfant commence à se dire « j'ai plus besoin de mon parent parce que je deviens autonome ». Tandis que quand on montre qu'on est l'alpha, qu'on est bienveillant, qu'on te met un cadre, qu'on est bienveillant envers toi puis qu'on respecte ton besoin, mais l'enfant sent qu'il peut toujours revenir vers son parent lorsqu'il a besoin. Qu'aujourd'hui, par exemple, l'enfant, il n'a pas envie d'attacher son manteau. Il a 5 ans. Ouais. Il est capable d'attacher son manteau. Mais s'il vous le demande, c'est parce que souvent, il y a un besoin derrière ça. Il a besoin de proximité. Donc, en répondant à son besoin de proximité, ça le sécurise. Puis après, demain, il va le fermer, son manteau. C'est de répondre aux besoins immédiats de l'enfant. Ça, aussi, il faut faire attention avec le besoin immédiat. On ne va pas non plus le nourrir de chips à tous les jours. C'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est vraiment... Quand on parle de bienveillance, c'est de bienveiller envers quelqu'un. Donc aussi, on va mettre des limites claires envers l'enfant pour que lui aussi comprenne les règles sociales, qu'il comprenne aussi certains comportements, que c'est sûr pour son bien-être aussi. Parce que l'enfant ne sera pas nécessairement en mesure de dire « j'ai un besoin de proximité, j'ai envie de te coller ». Donc, le parent pourrait dire « tu le sais, attacher ton manteau, pourquoi tu ne l'attaches pas? » Mais il n'a pas été capable nécessairement de nommer le besoin qu'il avait à ce moment-là. Puis l'enfant va finir par lui-même, par trouver son autonomie. J'ai rarement vu des adolescents de 18 ans pas capables d'attacher ses souliers. En fait, pas attacher leurs souliers, leur manteau, ils les attachent pas de toute façon. Oui, c'est ça, selon la température. Non, c'est ça. Moi, j'ai été fascinée de voir comment mes enfants semblaient avoir un calorifère intérieur, puis ça, tout est ouvert, c'est en souliers de course, justement, pas attachés. La neige ne les affecte pas. Non, c'est ça. Le besoin de liberté, d'autonomie par lui-même. Oui. C'est un besoin qui s'exprime de cette manière-là, j'imagine, pour les adolescents. Oui, effectivement. On offre aussi des services pour les adolescents. Donc, en fait, on accompagne les familles d'enfants de 0 à 17 ans. Donc, certains comportements, surtout avec les médias sociaux, viennent changer chez les enfants. On voit des comportements qui ressemblent un peu adolescents, comme on dit, chez les enfants de 10 ans, par exemple. Parce comme quoi, par exemple? On fait, en fait, l'autonomie de vouloir toujours s'opposer aux parents selon les règlements. Mais c'est normal, c'est quelque chose de très sain chez l'enfant. Mais il va y avoir certains comportements, par exemple, l'enfant qui va aller tout seul chez son ami, il veut choisir, il veut faire sa routine, il veut choisir comment il veut s'habiller, qui n'est pas nécessairement approprié pour l'école, par exemple. Donc, c'est des comportements qui arrivent de plus en plus tôt chez l'enfant. Puis l'utilisation aussi de médias sociaux, qu'on peut pas toujours, c'est difficile de toujours tout contrôler ce que notre enfant voit. Ouais. Donc, ça va vite. L'information arrive vite aussi. Il est exposé peut-être à... Oui. Bon, c'est sûr qu'on peut faire des contrôles parentaux et autres, mais c'est la discussion qui... Des fois, on n'est même pas conscient en tant que parent de toutes les plateformes existantes. Puis, ils ont leur propre langage aussi qu'on ne peut pas nécessairement toujours comprendre. Donc, chaque génération a son langage, de toute façon. Mais c'est ça, on a vraiment des services pour toutes les tranches d'âge, parce que chaque tranche d'âge a son développement aussi. Oui. Comment on fait, justement, si on est parent d'un adolescent pour, j'allais dire, traîner son enfant, parce que c'est ça, de dire on va aller à un atelier, j'imagine que ça ne lui tente pas vraiment d'y aller. En fait, c'est ça, on va motiver souvent avec de la motivation alimentaire, hein, de la pizza, des collations. Souvent, on crée aussi un cercle d'amis parce qu'on a un camp de jour l'été. D'accord. Donc, les enfants ont déjà des liens d'amitié très tôt. Puis, ils aiment se retrouver après dans d'autres événements, dans d'autres ateliers. Puis, on est aussi en partenariat avec la Maison des Jeunes, La Porte Ouverte, qui sont nos voisins, en fait. Puis, juste par exemple, hier, on a offert l'atelier L'Odyssée.
Donc, l'Odyssée, c'est vraiment de comprendre tout le développement de l'adolescent avant de commencer le secondaire. Donc, tous les comportements qui vont ressortir avant et pendant le secondaire. Expliquer aussi la routine du scolaire, puis pourquoi l'adolescent se sent si anxieux par ce changement. Donc, aider à la transition. Puis en plus, on présente l'équipe de la Maison des jeunes parce que parfois, on a certains préjugés selon les organismes. Puis c'est vraiment rassurant de pouvoir rencontrer l'équipe de la Maison des jeunes. Puis les parents peuvent poser plein de questions. Puis après, on propose le même atelier pour les adolescents. Donc, ça les sécurise. Ça crée déjà des liens avec un autre organisme parce qu'à la Maison des jeunes, c'est les mêmes types de diplômes d'intervenants que nous avons. Est-ce que vous êtes disponible pour chatter avec les jeunes? Ça va être plus pour la Maison des jeunes. D'accord. Nous, on est vraiment plus avec le parent, mais on est disponible aussi avec l'adolescent. Ça nous arrive de faire de la médiation aussi. Oui. Parents, enfants, parents, adolescents. Donc, puis on a une intervenante en délinquance, en fait, dans notre équipe, qui est vraiment axée sur les besoins des adolescents. À ce moment-là, est-ce qu'on est plus en prévention ou plus... On fait les deux. C'est sûr qu'on préfère la prévention. Donc, dès que vous voyez des comportements chez votre enfant qui vous inquiètent, suspicieux, c'est bien de venir déjà poser des questions puis de mettre des outils en place. C'est plus facile. Par contre, la crise, ça va arriver... Ça arrive à 2 ans, ça va arriver à 10 ans, comme ça va arriver à 15 ans. C'est normal. Donc, on est là aussi en situation de crise. Donc, comme parent qui peut se demander, est-ce que mon enfant consomme? Puis ça peut être simplement, je dis simplement, mais ça reste assez affectant pour la santé, les vapoteuses. Oui. Moi, j'ai été face à ça en ouvrant le sac de mon fils par hasard parce que je cherchais quelque chose. Et là, ça a été... on a pu ouvrir la discussion, mais il aurait pu très mal réagir au fait que j'avais fouillé alors que je cherchais quelque chose, mais il aurait pu très mal réagir. Heureusement, il y a un bon tempérament, mais j'étais pas du tout au courant qu'il vapotait. C'est ça, c'est des sujets qui sont vraiment fragiles. Puis nous aussi, en tant que parents, des fois, souvent, ce qu'on nomme, c'est vous, quand vous étiez adolescent. Essayez de vous rappeler un peu comment vous l'avez vécu, pourquoi vous êtes allé vers ce type de consommation. Souvent, c'est pour de l'exploration, pour l'approbation des pairs. Donc, ça va être d'aller sensibiliser au niveau de la consommation. Puis nous, on est vraiment dans la réduction des méfaits. En fait, quand on fait des interventions auprès des adolescents, leur dire, non, arrête de consommer, ça ne va pas fonctionner. Donc, on va aller conscientiser. Qu'est-ce que tu consommes? Où est-ce que tu vas le chercher? Pourquoi tu consommes? C'est quoi la quantité que tu consommes aussi? Avec qui tu le consommes? Où tu le consommes? Donc, pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Oui. Puis, on fait le même type d'intervention dans les maisons des jeunes aussi. Donc, ça permet d'entendre ce discours-là par d'autres personnes que notre parent, parce que souvent, on va être porté à « tu me comprends pas », on s'oppose à notre parent. Donc, quand c'est une autre personne qui le dit, c'est plus facile pour l'adolescent de l'ancrer. Oui. Bien, j'invite nos auditeurs. On a plusieurs autres épisodes des héros anonymes où on a discuté justement avec des spécialistes au niveau de la consommation et allant même jusqu'à certaines roulottes d'auto-injection qui, eux, étaient justement dans cette approche de réduction des méfaits. Donc, on essaie de minimiser le plus possible, mais je suis contente de savoir qu'il y a des organismes comme le vôtre qui agissent vraiment au niveau de la prévention. Puis on soutient les parents. Aussi, on est en partenariat, je disais, avec des organismes, mais aussi avec des programmes du CLSC, comme le Virage, qui est le Centre de réadaptation en dépendance. On offre Cap sur la famille, qui est un atelier avec les intervenants du centre. Puis, c'est sur le parent qui, lui, a une dépendance et son enfant. Ça peut être un membre de la famille qui vit avec quelqu'un qui a une dépendance et l'enfant. Donc, notre but, c'est d'aller sécuriser l'enfant aussi dans ce qu'il vit, mais c'est aussi de faire comprendre un peu l'impact de la dépendance dans le milieu familial auprès du parent consommateur. Est-ce qu'on peut aussi avoir des conseils sur comment ouvrir la discussion avec notre enfant? Oui, effectivement. En fait, notre intervenante spécialisée, elle offre des ateliers à ce sujet, mais elle fait aussi de l'intervention individuelle selon certaines situations. En ce moment, comme je parlais des médias sociaux, on a énormément d'informations qui viennent. On parle de consommation, mais on va parler aussi de la recherche d'identité. L'adolescent, de plus en plus, même jeune, à 10 ans, on commence déjà à beaucoup se questionner sur notre personne. Puis quand on parle de situations, par exemple, de trans ou de transgenre, de transsexuel, c'est souvent très jeune, même avant ça, qu'on conçoit qu'on n'est pas nécessairement confortable dans notre corps. Donc, on a aussi ce service-là auprès des familles pour les sensibiliser sur l'identité, sur l'orientation. Donc, mieux comprendre le développement de notre enfant, en fait, puis sa recherche identitaire. Puis est-ce que c'est parce que c'est des questionnements qui sont davantage propres à notre époque ou c'est davantage que là, on a une piste
Parce que de tout temps, moi, je me rappelle quand on était adolescent, on est une machine à se poser des questions, à mal-être en permanence. Je ne retournerai pas nécessairement à cette époque-là. Je me posais beaucoup de questions. Bon, mais au moins, à notre époque, on a des pistes de réflexion. Oui, en fait, je dirais que maintenant, il y a beaucoup d'informations, donc on se pose encore plus de questions quand on est dans la préadolescence. Moi aussi, dans mon temps, c'était comme gay, lesbienne, bisexuelle, puis on avait un peu de trans, mais c'était pas un sujet très connu. Mais je pense c'est l'identité, parce que là, on parlait d'orientation, mais de parler de notre identité, oui. on se disait, t'es homme, t'es femme, tu peux avoir une orientation, mais c'est des questions. Donc, on avait un mal-être, mais on savait pas la dysphorie de genre, on parlait pas de ça. C'est ça. Puis tout se mélange aussi dans toutes ces informations. Donc, nous, en fait, notre rôle, et comme la Maison des jeunes, c'est d'aller démanteler un peu toutes ces informations, puis d'aller explorer avec le jeune aussi, parce que c'est énormément d'informations qu'on reçoit, on se recherche, c'est difficile d'avoir une réponse, puis on essaie d'appartenir aussi, de se faire comprendre, de se faire respecter dans la personne qu'on est, d'avoir un sentiment d'appartenance aussi à une communauté. Donc, c'est sûr que c'est un long processus, autant pour le parent aussi que lui ne comprend pas toute la situation, que pour lui, son enfant, on va aller vers l'identité, que son enfant, ça a toujours été un garçon, puis finalement, à 14 ans, l'enfant arrive, je suis une fille, en fait, ça fait longtemps que ça roule dans la tête de ce garçon dans le moment qu'il était un garçon. Donc, c'est ça. Oui, beaucoup d'informations, mais je pense qu'il y a toujours eu cette recherche d'identité puis ce mal-être-là d'essayer de trouver des réponses. Je pense que même c'est plus facile maintenant de trouver certaines réponses avec Internet. Alanis, on fait une courte pause et on revient tout de suite en ondes et aussi sur YouTube. Parfait. De retour au Héros anonyme avec Alanis de Sasousa de la Maison de la Famille par entraide. Eh bien, d'abord, Alanis, peut-être nous dire, il y a combien de maisons de la famille à travers le Québec? Oh, il y en a une centaine. En fait, on appelle ça des OCF, des organismes communautaires familles. Si vous voulez en retrouver, vous pouvez le voir sur le site d'Internet FQOCF, donc la Fédération communautaire des organismes. Une centaine? Fédération québécoise des organismes communautaires. Mais spécifiquement des maisons de la famille ou c'est vraiment des organismes familiaux? En fait, des OCF ont une mission assez semblable. Donc, notre but, c'est vraiment d'accompagner les familles. Puis, dans chaque secteur de votre ville, par exemple, vous allez avoir une maison ou un OCF pour vous. En fait, vous pouvez utiliser le site Internet 211 ou appeler au 211. Vous écrivez votre besoin, par exemple, puis il y a un organisme qui va vous être proposé. Souvent, les organismes familles sont comme un premier organisme qui vous permet d'être référé à d'autres organismes par la suite. Ouais. Quand on est parent, c'est sûr qu'on est plus porté à aller vers la maison de la famille. Est-ce que ça se peut que le 211 ne soit pas assez connu? Oui, effectivement. Parce qu'on connaît le 911 pour les crises d'urgence. Je pense qu'il y a une nouvelle ligne aussi pour la santé mentale. 811, santé mentale. Oui. 211, c'est vraiment, on prend le téléphone, on compose 211 tout simplement. C'est plus facile sur le site Internet parce que vous pouvez vraiment aller cibler, filtrer vos besoins. Puis, c'est vraiment dans le Grand Montréal, par contre. Là, c'est Rive-Sud et Montréal. Donc là, vous avez vraiment accès à tous des services qui peuvent être proches de vous dans votre territoire. Et on parle beaucoup du manque de services, famille, santé mentale et autres. Est-ce que c'est possible que les gens sont portés à se tourner d'abord vers leur CLSC? Oui, en fait, même quand on va à l'école, par exemple, puis on présente nos difficultés en tant que parents pendant une rencontre de parents avec notre enfant, mais la première chose qu'on propose, c'est une référence au CLSC. Même nous, on va faire quand même des références au CLSC, en fait, tout le temps. Puis nous, en fait, on est comme un soutien. On est un filet sécuritaire supplémentaire auprès des familles. Donc, souvent, on travaille avec les travailleurs sociaux du CLSC. On va travailler avec la DPJ aussi, par exemple, ou les écoles. Donc, on est un ajout. Mais c'est vrai qu'effectivement, les gens vont aller vers les CLSC avant. Souvent, on a ce préjugé-là qu'on ne doit vraiment pas bien aller pour aller fréquenter un organisme. Puis en fait, toute personne peut cogner à une porte d'un organisme, peu importe la situation familiale que vous êtes ou peu importe la situation financière que vous êtes. Et il y a des services, je dirais, qui sont peut-être une porte d'entrée aussi d'une certaine manière. Bon, on parle de halte garderie, camp de jour,
C'est des haltes garderies camp de jour typiques comme on en voit partout? Non, pas nécessairement. En fait, nous, on offre un service de halte garderie. C'est un répit pour le parent et l'enfant. Donc, c'est une période de 3 heures ou une période de 8 heures, donc pour toute la journée. Puis, ça a un coût de 4 une demi-journée, 8 une journée pleine. Par contre, on a 2 éducatrices, puis une éducatrice spécialisée. On fait des activités vraiment au niveau de la stimulation du développement de l'enfant. Tous nos services, que ce soit nos ateliers ou peu importe, portent sur le développement cognitif, affectif, social et motrice de l'enfant, même langagier. Donc, notre halte garderie va être vraiment portée à aller cibler les besoins chez les enfants, puis on peut faire des références en CLSC. Puis parfois, on a aussi le CLSC qui vient dans nos bureaux pour aller rencontrer des familles. Donc, c'est plus informel, des fois moins confrontant aussi pour les familles. Que d'être dans la machine institutionnelle, puis de vraiment penser qu'on a une grosse problématique. C'est ça. Des fois, c'est plus facile de faire de la prévention de cette façon-là aussi. Donc, puis pour ce qui est du camp de jour, on a un camp de jour avec, c'est nos intervenantes psychosociales qui animent le camp de jour avec une animatrice. Encore là, on est énormément dans le respect du besoin de l'enfant. Donc, c'est des routines d'activités artistiques, scientifiques, culinaires et sociales. Puis, on travaille les habiletés sociales, la gestion des émotions. Puis, on a une animatrice avec nous. C'est du lundi au jeudi. Par contre, le vendredi, on est obligé d'aller dans une sortie parents-enfants parce qu'on veut créer le lien parents-enfants. C'est à moindre coût. Puis, on a un camp de jour de préparation à la maternelle aussi avec des éducatrices spécialisées. Oui, ça leur permet, ça permet aux enfants de se préparer à l'école, mais aussi aux parents. Donc, souvent, c'est beaucoup de questionnements. Puis, c'est une grosse transition aussi, la garderie à la maternelle. On voit à peu près dans tous les films là, cette scène classique là, du parent que l'enfant embarque dans l'autobus scolaire, le parent essuie une petite larme. Oui, pour la première fois. Puis souvent, les enfants aussi, comme je parlais, on disait que les enfants ont de plus en plus de retard ou des difficultés. Donc, pendant cette semaine de 40 jours, on va aller vraiment faire un portrait de l'enfant qu'on va pouvoir remettre à l'école. Donc, ça permet déjà aux enseignants de connaître certaines stratégies qui sont utiles pour le développement de l'enfant, pour faciliter l'apprentissage. C'est vraiment bien, tous ces liens que vous faites. On parlait 0,5, 5,12, 12,17. Comment vous... qu'est-ce qu'il y a de différent? Bon, j'imagine ça s'accorde à l'évolution de l'enfant, mais je voyais qu'il y avait vraiment certains... Bon, on parle de préparation à la maternelle, mais par exemple, jalousie, rivalité entre frères et sœurs. Est-ce qu'il y a un âge où c'est plus propice à ça? En fait, c'est sûr que comme je disais, dans chaque tranche d'âge, on va aller chercher nous-mêmes, en tant qu'enfants, l'autonomie. Donc oui, la rivalité frère-sœur, on va le voir énormément dans la fratrie du 8-12 ans. Puis après, quand on embarque dans ce qui est dans 12-17 ans, c'est que c'est d'autres comportements qui vont ressortir qui ne sont pas typiques d'un enfant d'âge scolaire du primaire. Donc c'est pour ça que c'est plus spécialisé selon les tranches d'âge. D'accord. Et... je sais que vous avez plein de projets en tête également, peut-être avec d'autres groupes d'âge. Je pense que vous avez un intérêt peut-être pour l'implication davantage des aînés. Oui, en fait, ce qu'on voyait, on trouvait ça important, en fait, d'avoir toutes les générations, de l'intergénérationnel. C'est fréquent aussi que des grands-parents participent à nos activités avec leurs enfants, mais c'est aussi d'autres aînés bénévolement qui pourraient venir, par exemple, faire une lecture pendant la halte garderie. Donc, c'est des projets qu'on aimerait vraiment mettre en place, mais aussi, on est en plan d'action pour la valorisation de la paternité. Donc, pour les pères, on offre un atelier de compagnon à manœuvre qui est un atelier simplement pour les pères. Le compagnon à manœuvre. Oui, c'est ça. Un beau jeu de mots. Oui. En fait, c'est les étapes dans la construction, dans le domaine de la construction. C'est pour ça que j'étais moins sûre de comprendre. C'est ça. Puis les enfants construisent en fait une boîte à outils. Puis ils ajoutent un outil dans la boîte à outils à chaque période, à chaque atelier, qui va être bénéfique pour le parent et l'enfant, pour le père et l'enfant. Puis il y a un réseau qui se construit entre les pères. Puis les pères comprennent un peu plus les comportements de leur enfant et leur propre rôle parental. Est-ce que vous avez des références aussi, je pense spontanément aux cours prénataux, tu sais, qu'on voit peut-être en CLSC. Est-ce que c'est encore les CLSC d'ailleurs? Oui, les CLSC, on peut aller au privé, mais il y a beaucoup d'organismes maintenant, oui, qui l'offrent. Nous, par contre, on a MAM, qui est dans le même édifice que nous, qui est un autre organisme qui est vraiment spécialisé en périnatalité. Donc, en fait, l'organisme est vraiment en périnatalité 0-1 an, puis nous, on continue nos services par après. Donc, il y a vraiment un suivi. Puis après, il y a la maison des jeunes juste à côté, donc jusqu'à la fin de l'adolescence. Et vous disiez un peu plus tôt que vous faites attention de maintenir une bonne, pas distance, mais de vraiment savoir à quel moment c'est votre rôle comme maison de la famille, puis ailleurs, parce que est-ce que ça se peut qu'il y a des organismes, des fois, qui dépassent un petit peu leur rôle? Ou... En fait, c'est sûr que
on va dépasser des fois aussi notre mission parce qu'on veut vraiment aider on veut aider, on a un grand cœur. C'est ça. L'existence d'un organisme, c'est de vraiment aider la communauté. Donc, on dépasse un peu. Mais oui, on essaye de ne pas dédoubler nos services, puis vraiment d'aller valoriser les missions de chaque organisme parce qu'en fait, on est toute une communauté ensemble. Oui. Puis j'imagine aussi, bon, on le sait, dans le milieu communautaire, il y a beaucoup la recherche de subventions. Donc, on se retrouve dans une certaine compétition à faire des demandes de subventions aux mêmes endroits. Donc, je pense que c'est important de se parler pour vraiment définir des cibles et des zones, des zones d'intervention particulières. Souvent, on fait des projets de concertation pour éviter cette compétition entre nous. Donc, on crée des projets entre plusieurs organismes. Ça nous permet aussi d'avoir un montant plus grand pour nos projets. Puis, on offre des services, exemple, on offre des ateliers alimentaires avec nos familles, avec la Bouffe du Carrefour, qui est un autre organisme du quartier. Donc, où j'offre de la musicothérapie et de la zoothérapie avec l'Envol, qui est un autre organisme pour les femmes, les jeunes mamans. La zoothérapie aussi? Oui. Ah, intéressant. Et justement, le financement, il vient de où? Oui, nos financements principaux, pardon, c'est le ministère de la Famille, donc du gouvernement. De la famille, ministère de la Famille. Hein? C'est ça. Puis le Centraide aussi qui nous aide énormément. Sinon, c'est souvent par projet des bailleurs de fonds qui financent plusieurs projets que nous avons. Excellent. Et comment on peut vous aider? Dons, bénévolat? Oui. En fait, les dons monétaires, ça nous aide énormément pour offrir des services plus spécialisés selon les besoins actuels. Donc, ça peut être simplement de nous écrire à info@commerciallaparentraide.ca. Excellent. Ben, on passe le message. Écoutez, le site Internet en terminant? Oui, c'est le www.laparentraide.ca. Donc, tout collé ensemble. Okay. Merci beaucoup, Alanis, d'avoir été parmi nous. Et c'est ainsi que se conclut cette émission des Héros Anonymes. Nous étions ici sur YouTube dans le deuxième bloc, mais le bloc complet, on a eu l'occasion de parler au Centre des femmes entre elles. Merci à notre équipe, Mathieu Tessier en régie, Catherine Bourderon à la recherche et également Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et nos gens aux réseaux sociaux qui feront en sorte de faire du pouce à cette vidéo YouTube. Je m'appelle Chantal Doré. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.